Bonjour et bienvenue pour cet essai de la nouvelle GSX-S 1000 2025. Alors nouvelle, oui et non. La moto est apparue en 2015, en 2021 elle a connu un premier gros lifting. Et alors par rapport au modèle 2021, ce qui change sur celle-ci, c'est le tableau de bord et il y a un petit S Suzuki placé au-dessus, un petit logo super joli placé au-dessus du phare. Mais bon, le logo a beau être joli, vous allez me dire, ça fait peut-être un petit peu court pour dire que c'est une vraie nouveauté. Alors non, c'est pas une vraie nouveauté. Par contre, c'est une moto qui mérite d'être redécouverte parce qu'elle est bourrée de qualité. Et le fait qu'elle soit restée insensible à l'inflation quand beaucoup de ses concurrentes ont vu leur prix s'envoler. Je pense à une BMW S1000R qui est à plus de 17 000 € et avec les options, on frôle allègrement les 20. Ou à une Ducati Street Fighter V2 qui est à plus de 18 000 balles. Là, on est à 13 790 € et 152 chevaux pour ce prix-là. Sur le marché, il n'y a pas grand-chose. En plus, on hérite quand même d'un 4 cylindres mythique, puisque c'est le 4 pattes qui équipait les GSX-R de 2005 à 2008. Donc c'est juste les meilleures versions. Alors on lui a un petit peu limé les crocs, hein. À l'époque ça sortait 185 chevaux. Aujourd'hui il en reste 152. Autant dire que sur un roadster et sur route, il y en a plus qu'assez. C'est vraiment pas un problème. En plus, une des choses qui est très agréable sur cette moto, on y reviendra un petit peu plus tard en dynamique, c'est vraiment la connexion entre la poignée de gaz et le moteur. On sent exactement ce qui se passe. La mécanique est vraiment élastique. Il y a tous les chevaux qui passent au sol. Donc c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. Ensuite, il y a un niveau de finition qui est quand même pas mal. Parce qu'à ce prix-là, on a des éléments de suspension Kayaba entièrement réglables. On a du Brembo à l'avant. Alors c'est pas les derniers étriers, mais ils font largement le boulot. Il y a du Nissin à l'arrière. On a une finition globalement qui est plutôt sympa. Alors il y a des petites touches un peu subtiles comme le traitement de surface des plastiques qu'il y a sur les caches. Et puis surtout donc on a ce nouveau tableau de bord qui est ce qu'on trouve sur le GSX 8R et 8S. Un élément super pratique, très lisible, qu'on commande via le commodo gauche. Donc on peut choisir très facilement le niveau de contrôle de traction, la cartographie moteur. Donc il y a 3 cartes moteurs différentes, A, B ou C. Il y a 5 niveaux de contrôle de traction. On peut naviguer facilement dans le menu. Et c'est pratique, ça fonctionne. En fait, c'est un petit peu à l'image de cette moto. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais tout marche très bien. Et du coup, c'est une machine qui est vraiment attachante. Et typiquement aujourd'hui, dans les conditions de roulage qu'on a connues, vous allez voir ça tout à l'heure. C'est une bécane qui vous pose aucun problème et au contraire qui se met vraiment à votre service pour que vous puissiez prendre du plaisir, même si c'est pas si évident que ça de rouler sous la pluie. Et voilà, l'Andalousie sous la pluie, c'est quand même un peu triste. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette moto? D'abord, en toute logique, le plus emblématique, son moteur. Un moteur absolument génial. Un 4 cylindres plein de couple. Qui sait vraiment tout faire en fait, parce qu'il arrive à être à la fois souple en bas, ça c'est typique de cette architecture mécanique, et puis il a du caractère, c'est quand même un 1000 qui développe 152 chevaux, autant dire que dans ces conditions, il y en a bien plus qu'il n'en faut. En fait c'est une bécane qui est un petit peu méconnue, parce que quand elle est sortie, elle a eu beaucoup d'adversité. Sorti en 2015. 2015, il y avait déjà la S1000R, il y avait les Tiono V4, il y avait beaucoup de motos très performantes. Et la SUS faisait déjà un petit peu has-been avec son moteur de GEX 1000 qui datait des versions K5 et K8. Sauf qu'aujourd'hui, son placement tarifaire la met en face de roadsters de moyenne cylindrée qui ne peuvent pas proposer les mêmes performances en termes de moteur. Et puis surtout, on redécouvre une moto qui est vraiment attachante. Il y a sa mécanique, on vient de le voir, mais sa mécanique c'est pas juste sa puissance, la manière qu'elle a de délivrer sa cavalerie, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Alors par exemple, la boîte de vitesse. La boîte de vitesse est très douce, très précise, très rapide, et en plus elle est secondée par un shifter qui est assez génial. Il n'y a vraiment pas d'à-coup. Voilà, là je suis en train de monter 2 rapports, j'en redescends 2, il se passe rien, tout va bien. À cela, on ajoute un châssis qui est vraiment équilibré, très neutre. Alors c'est pas une pure sportive, hein. On n'aura pas le train avant assez radical
qu'on peut retrouver sur une Street RS ou une Duke 990 par exemple. Mais on va avoir une moto qui est rassurante, qui est malgré tout sportive, hein, parce qu'elle est, elle est stable, elle est précise. C'est juste que 214 kg avec les pleins, c'est pas une Triumph ou une KTM. Et par contre, par rapport à ces machines-là, ça offre une polyvalence et un confort qui sont bien meilleurs. Et puis un agrément général, en fait. C'est surtout ça que je retiens avec cette moto, c'est l'agrément. On a à la fois des suspensions qui travaillent très bien, qui sont confortables. C'est pas un trail, hein, mais pour un gros roadster, franchement, ça fait plus que bien le boulot. Agrément mécanique, avec une machine en fait qui réclame très peu de changements de vitesse. Voilà, là, je la laisse gentiment, on est en quatrième, hein. Je la laisse gentiment mourir à moins de 2000 tours. Il n'y a rien du tout, ça reprend très bien, même dans les épingles. Alors, la route est très étroite ici, il faut quand même faire un peu attention. C'est une moto qui sait vraiment tout faire, qui n'est pas fatigante, qui rassure, qui en plus est très bien équipée. Un ABS qu'on aimerait bien pouvoir déconnecter. Alors je parle de performance là dans ce cas sur le sec. Sur le mouillé je suis assez content de l'avoir, c'est pas un problème. Mais sur le sec, sur les bosses, il a tendance à se déclencher un petit peu tôt. Mais ça reste une machine qui est... ouais, moi je l'aime beaucoup. Voilà, en plus je trouve qu'elle est vraiment bien finie. Tout est facile en fait avec. On n'a pas un freinage qui est trop agressif. On n'a pas un accélérateur qui est trop brutal. Alors je mets un petit bémol là-dessus sur les trois cartographies de puissance. A, B et C. Alors C, c'est vraiment quand il pleut beaucoup, quand on sort sur du verglas. Sinon, elle se dose tellement facilement que je vois pas trop l'intérêt. Par contre, le mode B fait vraiment tout très bien. Et le mode A, je le trouve presque un petit peu brutal. Quand on veut reprendre le filet de gaz sur l'angle, il a tendance à donner un petit à-coup. Moi, je préfère rouler en B. Voilà. Alors, autre chose que j'aime beaucoup sur cette machine, c'est que l'électronique se règle vraiment très facilement, tout en roulant. Et qu'en plus, une fois qu'on a décidé de conserver un mode ou un niveau de contrôle de traction, bah, ça le garde en mémoire quand on a coupé le contact. Si on redémarre, on repart avec la même chose, y compris si on a mis le contrôle de traction sur off. Et puis c'est pareil, on peut décider de l'enlever, de le remettre, de changer son niveau d'intervention, sans qu'il faille rentrer dans 3 sous-menus. Ou comme avec KTM par exemple, qu'on doit être arrêté avec le moteur en marche. Cette évolution vraiment mineure en 2025, elle passe Euro 5+, elle récupère un sigle Suzuki au-dessus du phare et un tableau de bord qui est enfin moderne. Mais à côté de ça, c'est une moto qu'on connaît, hein, au niveau du freinage, des suspensions, du poids, il n'y a rien qui change. Mais en même temps, il n'y avait pas vraiment besoin. Je crois que quelque part, je préfère que ça ne change pas et que ça reste accessible. Plutôt qu'il rajoute plein de trucs et puis qu'au final on se retrouve de nouveau avec des motos à 16, 17, 18 ou 20 000 euros. Parce qu'en fait c'est ça un petit peu la réalité d'aujourd'hui. Suzuki nous propose là un roadster sportif avec un moteur qui a du coffre et surtout des performances qui sont vraiment décoiffantes pour 13 799 euros. Plutôt une bonne affaire. Et finalement, dans cette gamme de puissance, dans cette catégorie, il n'y a pas grand chose qui peut régater. Elle se retrouve vraiment face à des roadsters de moyenne cylindrée qui ne proposent pas le même agrément, simplement. Pas le même usage non plus, hein. C'est une moto qu'on peut amener éventuellement faire une journée de track days, mais elle ne sera jamais aussi à l'aise qu'une Triumph Street Triple RS ou qu'une KTM 990 Duke. Par exemple, dans ce type d'exercice. Par contre, pour faire des kilomètres, pour se balader à deux, pour rouler tous les jours et puis aller se faire plaisir le week-end, et c'est un choix qui est assez judicieux, en tout cas qui mérite d'être pris en compte, parce que tout est bien fait. Au niveau des freins, on a des étriers Brembo à l'avant, même si c'est pas les derniers, ils sont largement suffisants en termes de performance, procurent un très bon feeling et dans les conditions de route qu'on a aujourd'hui, c'est pas négligeable. Côté suspension, c'est Kayaba qui s'en occupe et de nouveau, alors déjà on a des éléments entièrement réglables et puis elle fonctionne bien. On peut vraiment rouler vite avec et se faire plaisir. C'est pas le cas en ce moment, hein. Là je suis détendu mais j'ai aucune envie d'attaquer à outrance
sur ce type de route et dans les conditions qu'on rencontre aujourd'hui. La montre d'origine, c'est du Dunlop Road Sport 2 qui est fabriqué au Japon et qui est pas vraiment génial. Et là, pour cet essai, la marque a eu la bonne idée de mettre du Dunlop Sport Spark 4 qui est vraiment très très bien. On a quand même pu s'amuser un petit peu. Après, j'ai pu essayer cette moto il y a quelques mois pour un comparatif. C'est une bécane que j'avais vraiment appréciée par rapport à la concurrence que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les roadsters de moyenne cylindrée. On apprécie vraiment de remonter sur un gros moteur. Il y a tout de suite du répondant dès les bas régimes. À 2000 tours, il se passe déjà quelque chose. On n'a pas besoin d'aller très vite pour se faire des sensations. On a une moto qui a une mécanique à la fois élastique mais pleine, avec du caractère, avec un bruit. 4 cylindres a vraiment du graou, quoi. Il se passe quelque chose quand on accélère. Et ça, c'est vraiment vraiment sympa. La position de conduite elle convient à tous les gabarits. Quand j'avais fait le comparatif, j'ai des copains qui frôlent le 1m90. Ils ont adoré, ils étaient très bien dessus. Moi, avec mon 1m77, je me sens très à l'aise. On la serre bien entre les genoux. Elle fait grosse moto, mais c'est plutôt valorisant, hein. Le réservoir de 19 litres. Alors déjà, des réservoirs de cette contenance aujourd'hui sur des roadsters, il n'y en a plus. C'est pas ce qui lui assure spécialement une énorme autonomie, parce qu'elle consomme aussi un petit peu. On n'ouvre pas tellement et on est entre 6 et 7 litres. Énervé, on sera facilement à 8-9. Donc c'est pas la moins gourmande. Mais c'est un petit peu le prix à payer pour avoir une mécanique de caractère. À côté de ça, c'est une moto qui s'emmène tout à fait naturellement. On n'a pas besoin de réfléchir, elle va là où on regarde, il n'y a pas de question à se poser. Elle est très naturelle à placer. Elle est neutre, voilà. C'est pas une moto qui va tomber dans les virages, qui va vous inciter à rouler très vite tout de suite. Mais c'est une machine qui a du potentiel et qui sait vraiment s'adapter à votre humeur et à ce que vous avez envie de faire. Moi, je la valide, cette GX. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette nouvelle GSX-R? Je vais me répéter, mais c'est vraiment une moto qui mérite d'être redécouverte. Maintenant, son tarif la place en face de moyennes cylindrées qui sont au niveau de la mécanique et de la puissance moins performantes, parce qu'à un petit peu plus de 13 000 €, on se retrouve face à une Triumph Street Triple RS. On est bien moins cher en fait qu'une 990 Duke qui fait 123 chevaux, quand celle-ci en fait quand même 152. Et en fait, le seul petit caillou dans la chaussure de Suzuki, ça s'appelle Honda, puisque la marque sort une Hornet 1000, un petit peu dans le même principe que celle-ci, en fait, l'ancienne version, mais avec quelques petits updates, et avec une version RS qui est très bien équipée, et qui va sortir en 11 500 €. 2 000 € moins cher que la Suze, alors ça nous promet un comparatif assez intéressant. Mais en attendant, si vous aimez les gros roadsters musclés, plein de caractère, je vous encourage vraiment à les essayer, parce que ça vaut le détour.